Le sujet du jour ne sera pas facile. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un sujet que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps sur la chaîne, la guerre du streaming. En effet, entre autres accéléré par la pandémie, le streaming est clairement devenu une priorité pour beaucoup d'entreprises, que ce soit des géants historiques du divertissement comme Disney, Warner Bros, etc., mais aussi par des géants de la tech ou de la vente comme Apple et Amazon. Il faut comprendre que pour certaines entreprises, s'étendre sur le streaming, c'est une priorité pour survivre. Dans cette vidéo, on va ainsi aborder les plus grosses plateformes, voir leur nombre d'abonnés, leur stratégie, leur contenu, bref, histoire d'y voir un peu plus clair sur la bataille qui se joue en ce moment même. Et il y a moyen que parfois vous soyez surpris. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Commençons directement avec une plateforme sur laquelle on ne va pas rester très longtemps puisque d'une certaine manière elle est couplée avec la plateforme suivante. Je parle évidemment de Hulu qui a été lancée en 2007 et qui se voulait être une collaboration entre la Walt Disney Company, la 20th Century Fox ou encore Comcast ainsi que Warner Media. Sauf qu'après à différents rachats etc, c'est au final Disney qui en est le principal propriétaire et qui en a le contrôle total. Fin 2021, Hulu comptait 45 millions d'abonnés qui se veut être principalement aux États-Unis. Si je vous dis qu'on va pas en parler très longtemps, c'est qu'en soi le placement de Hulu est pas très clair, il se veut être un complément à Disney+ aux États-Unis dans certains pays, et en soi nous en France c'est pas prévu que ça arrive puisqu'on a Star qui est sur Disney+ et qui propose déjà la majorité des contenus de Hulu. Bref, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus, mais sachez qu'aux États-Unis notamment, il existe un package qui comprend Disney+, ESPN+ pour le sport avec Hulu. C'est une stratégie qui est donc intéressante à explorer, mais c'est vraiment dédié aux États-Unis donc on va pas forcément rentrer dans les détails. Ce qu'on va plutôt aborder nous c'est le cas Disney+ évidemment qui a été lancé donc en novembre 2019 aux États-Unis et lancé peu de temps après en France. Fin 2021, la plateforme comptait déjà quasiment 130 millions d'abonnés payants. C'est honnêtement assez bluffant en seulement 2 ans d'existence. Alors certes, la pandémie et le fait qu'on soit confiné a beaucoup aidé, mais ça reste un bel exploit. C'est surtout énormément plus que les estimations. C'est pourquoi Disney voit déjà très grand et espère que Disney+ atteigne les 230 à 260 millions d'abonnés payants d'ici septembre 2024. Et ainsi devenir rentable, parce que pour l'instant la plateforme ne l'est pas, lors de l'exercice 2024. Honnêtement c'est très ambitieux parce que 230 millions d'abonnés c'est bien plus que ce que a Netflix actuellement, et pour l'instant c'est vraiment la plateforme avec le plus d'abonnés, on va y revenir. Donc franchement c'est très ambitieux, mais en soi ils peuvent y arriver, surtout que d'ici 2024 il va encore s'en passer des choses. Sachant que côté budget, Disney a déclaré qu'il prévoyait de dépenser 33 milliards de dollars en contenu pour l'exercice 2022, soit une hausse de 8 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Alors dit comme ça il est vrai que 33 milliards on peut trouver ça énorme, après faut quand même prendre en compte que ça ne concerne pas uniquement les nouveautés Disney+, mais toute l'entreprise Disney au niveau du contenu. Donc même si évidemment la majorité va être destinée au streaming, on parle pas que de Disney+, c'est à préciser. Côté disponibilité, parce qu'évidemment ça joue aussi beaucoup sur l'avenir d'une plateforme, pour l'instant Disney+ est disponible dans une soixantaine de pays et 40 nouveaux vont se rajouter très bientôt en 2022. C'est honnêtement très agressif, d'autant plus qu'il prévoit d'être disponible dans 160 pays d'ici 2023. À titre de comparaison, Netflix et Prime Video sont à 190 pays actuellement, enfin même un peu plus, mais encore une fois on va y revenir. Bon, malgré tout ça c'est bien beau, mais ce qui fait qu'on s'abonne à une plateforme de streaming ce sera évidemment le contenu, et même si à la base Disney+ était vendu un peu comme proposant uniquement du contenu familial, ce qui est en soi presque le cas aux États-Unis, en France les choses ont beaucoup évolué, et même si la force de la plateforme reste les univers comme Pixar, avec l'ajout entre autres de Soul, Luca ou même Alerte Rouge directement sur Disney+, ou même prochainement de séries Pixar. Alors bon, dernièrement il y avait la série de court-métrage suite à Lao, mais on sait aussi qu'il y a une série Cars qui arrivera normalement cette année. Les univers restent le point fort de Disney+, avec notamment Star Wars, on pense à la série The Mandalorian, qui était clairement la série de lancement de la plateforme, et on peut citer plus dernièrement les séries Marvel Studios, avec WandaVision ou encore Loki, qui ont été d'énormes cartons. En revanche, pour le reste du contenu Disney+, ça fait un peu moins parler, mais en Europe, point très fort, même si nous on n'a pas Hulu, on a Star qui est intégré à Disney+, et vraiment ça change tout puisque ça propose des séries d'FX, de Hulu, bref des séries beaucoup plus matures, et on y retrouve vraiment de grosses pépites comme Pam et Tommy dernièrement que j'ai adoré, ou encore la série Dopsic pour ne citer vraiment que ça. Bref, Disney+ a vraiment beaucoup évolué en Europe en tout cas ces derniers mois, et franchement c'est très fort. Je pense objectivement qu'on aurait eu que Disney+ avec le contenu familial, ça n'aurait pas eu le succès que ça a aujourd'hui, d'autant plus que comme ça appartient à Disney, ils rapatrient tous leurs contenus originaux qu'ils produisent pour le cinéma etc sur la plateforme, donc ça fait un catalogue de plus en plus énorme, donc du très lourd. Disney+ est clairement l'un des concurrents les plus importants du côté du streaming. Mais méfions-nous tout de même des autres, ceux qui appartiennent à d'autres géants historiques du cinéma, comme HBO Max. En effet, créé par Warner Bros et donc Warner Media, HBO Max a été lancé en mai 2020.
Côté abonnés, le service de streaming HBO Max ainsi que le réseau câblé HBO ont terminé l'année 2021 avec un total de 74 millions d'abonnés. C'est honnêtement franchement pas mal pour une plateforme lancée finalement assez tardivement. La plateforme est sur le point de s'étendre dans 46 pays au cours de cette année, et logiquement en France elle devrait arriver uniquement en 2023, donc encore un peu de patience. A savoir par ailleurs que la fusion prochaine donc de Warner Media, les propriétaires de Warner Bros et de Discovery, risque de changer pas mal de choses, puisque Discovery Plus et HBO Max seront les très gros axes de l'entreprise. Donc vraiment ce n'est pas à sous-estimer, du très lourd se prépare pour la plateforme. Côté contenu, là aussi, alors en 2021 ils ont frappé très fort, même si sur le papier ça a été quand même un échec. Ils ont proposé tous les films sortis au cinéma en simultané à la fois dans les salles et sur la plateforme. Mais bon, dans les faits, ça n'a pas été un très gros carton de ce côté-là. En revanche, côté programmes exclusifs qui sont déjà dispo ou qui arriveront dans les prochains mois et prochaines années, on pense à tout l'univers de Game of Thrones. Alors certes, il y a la série principale pour l'instant, mais il y a un préquel qui arrive très bientôt et on sait que d'autres projets sont également en préparation. Bref, c'est un univers qui va attirer pas mal de monde. On peut citer aussi Euphoria. Alors pour le coup là, c'est un très gros succès, ou encore la série The Last of Us, donc basée sur le jeu de PlayStation, les séries DC Comics, il y a aussi beaucoup de choses qui se préparent, ou même des films HBO Max avec notamment Batgirl qui devrait débarquer en fin d'année. Sans oublier évidemment le Wizarding World, donc les films et l'univers d'Harry Potter. Alors certes pour l'instant on a uniquement les Animaux Fantastiques et Harry Potter, mais franchement il serait un scandale de ne pas étendre ça avec des séries et d'autres films qui pourraient sortir exclusivement sur la plateforme. Bref, Warner a vraiment de l'or en barre et pourrait faire quelque chose de juste fou pour HBO Max, après à voir comment les choses vont évoluer. Mais de mon avis ce n'est pas une plateforme à sous-estimer. Certes ils ont un peu mal démarré et ils ne savaient pas vraiment dans quelle direction aller, mais j'ai l'impression que les choses sont de plus en plus claires et avec la prochaine fusion Warner Media Discovery, on peut s'attendre à que ça s'améliore encore plus. Là on a donc parlé Disney, on a parlé Warner Bros, et bien parlons d'un autre géant du divertissement et du cinéma, Universal et NBC, qui appartiennent à Comcast et qui ont lancé en avril 2020 la plateforme Peacock. Alors on va pas se mentir, c'est un peu la plateforme OSEF de cette vidéo, enfin bon désolé, mais personnellement j'ai un peu du mal à comprendre leur stratégie. En soi Peacock actuellement c'est seulement 9 millions d'abonnés payants. 9 millions. Ah, je vous avoue que c'est pas la grosse plateforme. Alors certes, la plateforme est aussi gratuite et propose notamment des replays, l'accès à des chaînes de télé, etc. Et à ce moment-là, on dépasse les 20 millions d'abonnés. Mais bon, ils sont gratuits. Alors certes, il y a de la publicité, mais on est sur une stratégie franchement très différente. Et à mon avis, pas vraiment d'actualité avec ce que propose la concurrence. Après, ça peut être aussi une alternative, c'est un choix. La preuve au niveau des programmes originaux, pour l'instant, bon, on va pas se mentir, c'est pas vraiment la folie. Même si dernièrement sortira notamment la série Bel-Air, qui est une sorte de dérivé de la série Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. Enfin, c'est pas vraiment un dérivé, c'est plutôt une nouvelle vision, enfin, vous avez compris un peu l'idée. Bref, c'est l'un des différents programmes originaux qui pour la plupart n'ont pas été de gros cartons. Peacock est arrivé récemment au Royaume-Uni et dans certains pays il y aura une collaboration avec Viacom CBS à qui appartient Paramount. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations en France, possiblement que ça arrivera, mais on sent que la stratégie de se lancer à l'international n'a pas été énormément évoquée par les dirigeants de Peacock, donc c'est assez inquiétant. Franchement je sais pas vraiment dans quelle direction ça va, mais s'il y a bien une plateforme sur laquelle je ne mise pas, c'est celle-ci. Là pour le coup j'y crois un peu plus, même si ça va être assez galère. Parlons de Paramount+. Alors techniquement la plateforme a été lancée en octobre 2014 mais sous le nom de CBS All Access pour devenir assez récemment en mars 2021 Paramount+. L'idée étant évidemment avec Paramount+, de s'étendre à l'international. Actuellement, la plateforme compte 32 millions d'abonnés, alors certes c'est pas non plus énorme, mais on sent qu'il y a déjà une vision un peu plus claire du projet. Leur objectif étant de dépasser les 100 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin de l'année 2024. Pour l'instant, même si on n'a pas d'officialisation, on sait que Paramount+ devrait arriver en fin d'année en France, et que, encore une fois en France, elle sera disponible comme Netflix ou encore Disney+, directement dans MyCanal. Au niveau du contenu exclusif, là aussi il y a de plus en plus de choses qui se sont annoncées. Dernièrement, il y a eu la série Halo, qui franchement promet du très lourd. On a aussi une série dérivée à Sonic sur Knuckles, ça promet peut-être un univers connecté Sonic en soi, pourquoi pas. On a aussi la licence Mission Impossible qui appartient à Paramount, donc il serait pas étonnant qu'il étende de nouveau avec peut-être de nouveaux formats sur la plateforme. Citons Star Trek aussi, il y a pas mal de choses, autant côté cinéma que côté série qui se préparent, ou même Transformers. Bref, ils ont pas mal de grosses licences qui pourraient attirer sur la plateforme, et ils ont même déclaré qu'ils prévoyaient de développer 50 nouveaux programmes originaux scénarisés en 2022. Les dépenses dans le contenu en streaming étant de 6 milliards de dollars d'ici 2024. Alors oui, il y a quand même beaucoup moins de budget qu'un Disney+, qu'un Netflix ou autre, mais la stratégie paraît un peu plus claire. Pour le coup, pour Paramount+, ça va être une grosse galère pour vraiment percer, mais à mon avis, il y a déjà un peu plus de potentiel qu'un Peacock. Mais n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours. Surtout que n'oublions pas que Viacom CBS, donc les propriétaires de Paramount, et encore je dis Viacom CBS, mais ça a été renommé récemment en Paramount, mais c'est un autre sujet. Ils détiennent également la plateforme Pluto TV, qui est déjà disponible en France, que j'avais eu l'occasion d'aborder par le passé, qui était une plateforme de films et séries totalement gratuite. Donc les deux risquent d'être complémentaires, il y a une vraie stratégie qui se prépare.
Par ailleurs, point que j'ai pas forcément évoqué, mais c'est le cas pour toutes les plateformes comme Disney+, HBO Max, Peacock ou encore Paramount+. Bref, toutes ces plateformes de streaming qui appartiennent à de gros studios de cinéma, ils proposeront justement les films sortis au cinéma, en général quelques semaines après leur sortie. Mais nous en France, avec la chronologie des médias, c'est pas vraiment d'actualité. Là vous l'avez donc compris, on a vraiment parlé de ces studios historiques du cinéma comme Warner, Disney, etc. Parlons maintenant des entre guillemets nouveaux entrants, en tout cas dans le domaine. Le premier que j'ai envie d'évoquer, c'est évidemment Apple TV+. Lancé en novembre 2019, on a en fait très peu d'informations. Apple ne communique tout simplement rien concernant la plateforme, concernant le nombre d'abonnés, est-ce que c'est réellement un succès? Alors j'aurais tendance à dire qu'en général quand on n'a pas de chiffres, c'est pas très bon signe. En soi, je ne doute pas que la plateforme ait pas mal d'abonnés, mais à mon avis, beaucoup profitent simplement des mois gratuits. Je rappelle qu'on a des mois gratuits, même à une époque il y avait carrément un an gratuit, quand on achetait de nouveaux produits Apple ou encore une PlayStation 5, etc. etc. Bref, à mon avis, la part de personnes qui payent réellement le service est pas très élevé. En revanche, au niveau estimation, si on en croit un rapport de The Information, donc c'est pas vraiment officiel, la plateforme compterait apparemment 40 millions d'abonnés, mais seulement 20 millions de clients payants. En soi, c'est pas non plus un très gros échec, mais c'est pas un très gros succès non plus. Sachant que la plateforme est disponible dans une centaine de pays, mais vraiment le point fort d'Apple TV+, c'est que ça appartient à Apple. Et qu'en soit de ne pas avoir beaucoup d'abonnés sur le court terme, ils s'en fichent total. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple est une des entreprises avec le plus d'argent en réserve, donc en soi, dépenser quelques millions pour Apple TV+, même si c'est pas réellement rentable, ils s'en fichent, c'est une stratégie sur le long terme, donc ils peuvent prendre leur temps pour être vraiment rentables sur peut-être 10 ans, je ne sais pas. Donc là-dessus, c'est pas vraiment un problème, ils peuvent investir un maximum si c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, leur stratégie est clairement d'engager des stars, que ce soit à la fois en coulisses, mais également en face cam. Il y a quasiment toutes les grosses séries d'Apple TV+, il y a du gros casting. Là, par exemple, tout prochainement, il y a une série avec Samuel Jackson dans le rôle principal, rien que ça. Et d'ailleurs, ça fait ses preuves, hein, puisque Apple TV+, même si, bon, visiblement, il n'y a pas non plus énormément d'abonnés, etc., leurs programmes sont vraiment réputés pour être de qualité. Il n'y a pas forcément beaucoup de quantité, mais la qualité est au rendez-vous. On retrouve des séries comme Servant, Dickinson, Ted Lasso ou encore The Morning Show, pour ne citer vraiment que ça. Bref, ils ont fait appel à de très grands noms et ça se voit. Et même à l'avenir, ils préparent déjà une série live sur Godzilla, franchement du très très lourd, mais c'est également eux qui coproduisent les prochains films de Martin Scorsese, donc je pense à Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio, ainsi que le prochain film de Ridley Scott sur Napoléon avec Joaquin Phoenix. À savoir que certains de ces films sortiront également au cinéma dans certains pays, mais pour la France, pas trop de détails. En revanche, là où ils ont vraiment du taf, et d'ailleurs c'est une obligation, ils vont devoir développer plus de contenu étranger et notamment européen. C'est une obligation, c'est comme ça. Autre géant, même si pas vraiment de la tech mais plutôt de la vente, parlons aussi de Amazon Prime Video. Lancé officiellement en décembre 2016, Amazon est de nouveau une énorme entreprise qui n'a vraiment pas besoin d'être rentable sur le court terme. Ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent investir énormément et voir ça sur plusieurs années. En mai 2021, Amazon a signé un accord pour acquérir MGM pour 8,45 milliards de dollars. Alors même si pour l'instant on ne sait pas vraiment ce que ça va leur permettre d'avoir en plus, ça leur permet quand même de mettre en partie la main sur des programmes comme Rocky, en partie les James Bond, même s'ils n'ont pas totalement les droits. Bref, ça montre que Amazon est prêt à dépenser beaucoup d'argent, surtout que 8 milliards en soi pour eux c'est pas grand chose, pour justement s'implanter dans le milieu du cinéma, des séries, du contenu de manière générale. D'ailleurs, l'une des stratégies d'Amazon, le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, c'est d'acheter beaucoup de films, dernièrement Hotel Transylvanie 4, Infinite, The Tomorrow War ou encore Un Prince à New York 2, qui ont été de gros succès et qui sont sortis exclusivement sur la plateforme. On peut également citer la série sur le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, qui a un budget colossal et qui devrait ramener pas mal de monde sur le service. Ou encore des séries peut-être qui ont fait un peu moins de buzz comme The Boys, La Roue du Temps, Fleabag, Jack Ryan, bref d'excellentes séries qui mine de rien attirent de plus en plus de monde sur la plateforme. Faut comprendre aussi que Amazon a une autre stratégie par rapport à un Disney par exemple, c'est d'être vraiment sur tous les bords. Ils se développent sur le jeu vidéo avec notamment du cloud gaming mais aussi des jeux qu'ils développent eux-mêmes. Ils se développent avec le cinéma et les séries avec Prime Video ou encore le streaming live avec Twitch, les ventes avec Amazon évidemment, ils proposent aussi de la musique etc. L'idée d'eux c'est d'avoir un abonnement qui regroupe tout. Et donc là-dessus, c'est un peu les seuls dans ce milieu. Bon, c'est aussi les seuls qui peuvent vraiment se le permettre. D'ailleurs, pour réellement terminer concernant Amazon, je l'ai pas encore évoqué, mais pour l'instant, la plateforme est disponible dans 200 pays. Donc à ce jour, à dernière nouvelle, c'est la plateforme qui est le plus disponible à l'international. Même si on va pas se mentir qu'en général, il manque un peu les langues locales. Même chez nous en France, il y a des fois des programmes où il n'y a même pas la VF, c'est un peu bizarre. Par ailleurs, niveau abonnés, il compte 200 millions d'abonnés dans le monde. En revanche, il y a une petite nuance, parce que 200 millions d'abonnés, ça peut paraître énorme pour Prime Video, c'est parce que c'est 200 millions d'abonnés de Prime. Alors effectivement, ceux qui ont Prime ont accès à Prime Video, mais beaucoup n'utilisent pas. Et ça pour l'instant, on n'a pas l'information réelle de combien utilisent Prime Video dans les 200 millions de personnes. Je serais pas étonné qu'il y ait une petite douille de ce côté-là.
De toute façon, à ce jour, en termes d'abonnés, le réel boss reste donc Netflix, lancé en 2007, donc ça commence quand même à pas mal dater. La plateforme leader compte actuellement fin 2021 222 millions d'abonnés, et tout ça dans 190 pays. Alors certes, ils ont une bonne avance et les choses deviennent de plus en plus compliquées parce que forcément, même si pendant la pandémie ils en ont beaucoup profité, ces derniers temps ça s'est pas mal ralenti, notamment avec l'arrivée des autres plateformes comme Disney+, Prime Video, Paramount+, etc. Mais Netflix n'est vraiment pas à sous-estimer, on n'est vraiment pas sur la fin de la plateforme. Ça a été la première du genre et elle a aussi beaucoup apporté au format des séries notamment. Netflix a très vite compris qu'il fallait être présent à l'international, être dispo partout en plusieurs langues et également proposer beaucoup de contenu étranger. Je sais que certains l'ont oublié, mais Netflix a eu un énorme impact là-dessus, hein. Rappelez-vous, il y a maintenant quelques années, c'était assez rare au final d'avoir des séries traduites donc en VF par exemple, en même temps que les US. Certes, du US plus 24 en VOST-FR, ça existait un peu, mais c'était quand même pas très courant. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment quotidien. Certes, il y a des programmes qui font encore attendre pas mal de temps, mais rappelez-vous, il y a à peine 10 ans par exemple, il fallait attendre des mois et des mois pour avoir un programme pour qu'il débarque par exemple sur TF1, c'était une vraie galère. Maintenant, à la même heure dans quasiment tous les pays du monde, on a un même programme traduit dans toutes les langues, c'est quand même assez fou. Et ça, c'est en partie grâce à Netflix. Bon, en revanche, pour en revenir à la plateforme et à sa stratégie, on va dire sur le long terme, ils ont une politique un peu différente que la plupart des plateformes, c'est de proposer quasiment toutes leurs séries d'un coup, donc une saison complète. Alors même si ça change un petit peu avec notamment des saisons qui sont parfois divisées par deux, c'est vrai que c'est une stratégie qui est pas forcément adoptée par les autres plateformes, qui préfèrent étaler. Alors il y a des exceptions, par exemple Disney+, ça dépend les séries, des fois c'est proposé en intégralité, des fois c'est un nouvel épisode chaque semaine, mais pour Netflix il y a quand même beaucoup moins d'exceptions. Là où par contre la stratégie de Netflix a beaucoup évolué ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec l'arrivée de Disney+, HBO Max, etc., c'est qu'ils doivent vraiment miser avant tout sur leurs programmes originaux qui leur appartiennent et donc se faire un très gros catalogue très rapidement. Parce qu'au tout début, Netflix, quand ils étaient quasiment les seuls sur le marché, ils profitaient énormément des programmes Disney, des programmes Universal, des programmes Warner, etc. Sauf que comme maintenant ces derniers ont leur propre plateforme et qu'ils récupèrent leur propre contenu, Netflix ne peut miser que sur son contenu original. Ils investissent donc énormément d'argent là-dedans, mais profitent aussi comme Amazon de faire pas mal d'achats de films qui devaient notamment sortir au cinéma. Et donc dans les classiques de Netflix, on peut citer les Chroniques de Bridgerton, Lupin, donc un programme français, Squid Game qui était plutôt coréen, ou encore Stranger Things, You. Bref, ça montre vraiment cette vision à l'international, on va dire, de Netflix. Là où pour l'instant les autres plateformes sont encore un peu à la ramasse, même s'ils se développent de plus en plus. Mais encore une fois, évidemment, vous l'avez compris, tout ça change. Certes, Netflix a énormément d'avance et honnêtement, faut pas les sous-estimer. Ils savent vraiment que ça va être galère dans les prochaines années, donc ils se préparent à envoyer du très lourd. Mais à ce jour, en termes d'abonnés, oui, Netflix reste les boss. Même si bon, le fait qu'ils augmentent les prix à chaque fois, ça devient de plus en plus compliqué à digérer. Bon après, n'oubliez pas que même si pour l'instant Disney+ reste très accessible, il y a moyen que ça finisse par augmenter un jour ou l'autre. L'inverse serait quand même étonnant. Voilà globalement ce que j'avais à dire concernant ces principales plateformes de streaming qui arrivent petit à petit à l'international, leur stratégie, leur nombre d'abonnés. Alors vous l'avez compris, pour l'instant Netflix est clairement le boss, Disney+ commence à grappiller du terrain, Prime Video a l'air de pas mal s'en sortir mais on ne sait pas vraiment si c'est que grâce à Amazon, et après HBO Max a beaucoup de potentiel mais ça va être extrêmement galère, et après il y a les autres, parce qu'on va pas se mentir, pour les autres, ça va être assez difficile. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas évoqué certains studios. Il est vrai qu'il faut aussi penser à ces studios comme Sony Pictures, qui est quand même un studio historique du cinéma, qui a bien insisté à de nombreuses reprises que non, ils ne comptent pas se lancer dans la guerre du streaming, ils n'en ont pas forcément l'envie, ni le budget, ni voilà, il y a trop de concurrents. Ils vont donc plutôt se concentrer sur la création justement de contenu, entre autres, à proposer sur ces plateformes. C'est déjà le cas, je pense par exemple à The Boys, qui est une série de Sony Pictures qu'on retrouve sur Amazon. Citons également que je n'ai pas parlé des autres plateformes plus petites, que ce soit des françaises comme OCS, Salto ou autres. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'avoir une vidéo dédiée à ces plateformes françaises. Je vais peut-être bosser là-dessus, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours. Et je n'ai pas aussi parlé de ces plateformes spécifiques, je pense à Crunchyroll par exemple, qui vise uniquement l'animation et qui devient de plus en plus gros. Mais on est quand même sur une stratégie un peu différente, donc si là aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, mais ça mériterait une autre vidéo. Ce qui me permet pour réellement terminer cette vidéo de vous poser une dernière question. Et vous, quelles sont les plateformes que vous utilisez le plus? Netflix, Disney+, je vous attends en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.